Dans un récent numéro du Dessous des cartes, nous avons tenté un classement entre les pays, une sorte d'étiquetage de l'économie mondiale, sauf que la situation est de plus en plus complexe, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de pays émergents, ce qui redéfinit le concept de puissance. Donc nous poursuivons aujourd'hui ce travail de classement et de cartographie économique du monde. Voici une carte du monde économique telle que définie par les Nations Unies. C'est une carte somme toute classique que nous avons déjà analysée dans un autre numéro. On y voit les pays développés, qui recoupent en partie l'OCDE, les pays en transition, c'est-à-dire issus de l'ancien bloc communiste, et enfin les pays en développement. Mais cette dernière catégorie renferme elle-même de très nombreux stades de développement et beaucoup d'inégalités de richesse. Donc allons plus dans le détail pour comprendre ce qu'on entend par pays en développement. Souvenez-vous, dans les années 70, on a parlé des NPI, les nouveaux pays industrialisés, ou les dragons asiatiques qui étaient entraînés dans le sillage de la croissance japonaise. Puis, dans les années 80-90, on a parlé des tigres, avant de passer à une catégorie plus large, nommée pays émergents. Alors, où sont-ils les pays émergents? Eh bien, c'est difficile de les faire figurer sur ce planisphère, car les critères sont variables et il n'y a pas trop consensus entre évaluateurs. Si on se base sur les différentes notions adoptées par les organismes financiers comme le FMI ou les agences de notation comme Standard & Poor's, on peut les définir comme des pays à population importante, dotés d'institutions stables, d'un marché intérieur en expansion et d'une croissance économique rapide. En somme, un pays qui présente de bonnes opportunités d'investissement et qui n'a pas de barrières protectionnistes. Et ceux qui font consensus, ce sont les BRIC, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine. Les BRIC couvrent 25% des terres émergées dans le monde, ils représentent 42% de la population mondiale et 15% du PIB mondial. Et chacun de ces 4 États offre un avantage comparatif. Les produits agricoles pour le Brésil, les ressources énergétiques pour la Russie, les services tertiaires et même quaternaires pour l'Inde, et les biens manufacturés pour la Chine. Au cours des 10 dernières années, tous ont connu une forte croissance moyenne annuelle, alors que celle de l'Union européenne, par exemple, a été de 1,5% en moyenne. L'acronyme BRIC date de 2001, il se transforme tantôt en BRICS, incluant l'Afrique du Sud, tantôt en BASIC, excluant la Russie, qui est fragilisée par son hiver démographique et sa dépendance aux exportations d'hydrocarbures. Et ce terme de BRIC a d'ailleurs fait l'objet d'une véritable réappropriation par les pays concernés. En juin 2009, ils se sont retrouvés en Russie pour un sommet à Yekaterinbourg, comme pour confirmer ce statut de puissance émergente et ne pas le limiter au seul domaine économique. Par exemple, lors de ce sommet, les 4 ont fait connaître leur désapprobation à propos de l'indépendance du Kosovo, soutenue, elle, par les pays occidentaux, ce qui n'a rien d'étonnant puisque, à l'exception du Brésil, les BRIC sont confrontés à des mouvements indépendantistes. La Russie fait face au séparatisme dans le Caucase, au Daghestan et en Tchétchénie. L'Inde doit contrer le mouvement des Naxalites, qui sont des révolutionnaires maoïstes, présents notamment dans l'est du pays. La Chine, on le sait, s'oppose à toute velléité d'autonomie au Tibet et au Xinjiang. Ces 4 pays, par ailleurs, sont loin de parler d'une seule voix sur tous les dossiers. Il y a toujours ce conflit frontalier entre l'Inde et la Chine, à l'ouest, l'Aksaï-Chine au Cachemire, et à l'est, en Arunachal Pradesh. Ou encore à l'OMC, il y a opposition des intérêts indiens et brésiliens sur les négociations agricoles dans le cadre du cycle de Doha. Mais malgré ces différends, les BRIC ont beaucoup d'atouts pour peser sur les futurs du monde. Parmi eux, on trouve des géants énergétiques, des géants démographiques, des puissances nucléaires et des membres permanents du Conseil de sécurité, actuels ou potentiels. Les BRIC, ou d'une façon plus générale les pays émergents, militent pour que soient redistribuées les cartes dans les instances internationales, héritières de la Seconde Guerre mondiale, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont la composition est désormais obsolète. Les émergents revendiquent aussi un rééquilibrage des droits de vote et des quotes-parts au sein de la Banque mondiale et du FMI. Regardez ce tableau. Le PIB en parité de pouvoir d'achat accumulé, rien que pour les BRIC, est de 17 000 milliards de dollars par an, ce qui est plus important que celui des États-Unis, qui est de 14 000 milliards de dollars. Or, jusqu'à la fin 2010, le droit de vote des BRIC au sein du Fonds monétaire international
comptait seulement pour 9,5% du total contre 17% pour les seuls États-Unis. Allons plus loin dans le raisonnement. D'autres pays font leur apparition, confortant l'idée d'un rattrapage économique des pays émergents sur les pays de l'OCDE. La banque sino-britannique HSBC a proposé en 2010 un nouvel acronyme, celui de CIVETS. CIVETS, cela veut dire Colombie, Indonésie, Vietnam, Égypte, Turquie et Afrique du Sud. 6 pays qui sont en train de décoller et eux aussi cumulent les avantages d'une économie dynamique en voie de diversification, d'une politique intérieure relativement stable et d'une population jeune, nombreuse et en croissance. Une autre étude, venant du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, parle non plus de BRIC ou de CIVETS, mais de E7, Emerging 7. Les E7 correspondent aux 4 BRIC, auxquels s'ajoutent le Mexique, l'Indonésie, la Turquie, et selon cette étude, ces puissances du E7 dépasseront en PIB celles du G7. On prévoit d'ailleurs que la Chine pourrait passer devant le PIB des États-Unis vers 2025, donc une quinzaine d'années, ce qui n'est pas forcément très surprenant puisqu'elle est passée à la 2e place en 2010. Alors les raisons de ce développement économique sont nombreuses. L'ouverture de pays dont les économies étaient autrefois dirigées, comme la Russie et la Chine, et même celle de l'Inde, ont augmenté la main-d'œuvre disponible au niveau mondial, diminué le coût de fabrication des biens de consommation et favorisé la croissance de ces pays. À son tour, cette croissance a accru la demande de consommation, de carburants, de minéraux, entraînant par ricochet la croissance d'autres régions du monde riches en matières premières ou en hydrocarbures. Les échanges commerciaux depuis 1990 ont été multipliés par 4 en valeur monétaire et par 10 si on ne compte que les échanges entre pays en développement. Et la réduction des barrières douanières y est aussi pour beaucoup. Sur cette courbe de l'OCDE, vous pouvez voir l'évolution de la part des classes moyennes chinoises et indiennes par rapport à la classe moyenne mondiale. Elle passe d'environ 7% en 2010 à plus de la moitié en 2050. Bien. Alors toute redéfinition des cartes économiques entraîne une redéfinition des alliances et une recomposition des enceintes de décision. Le cadre du G6, qui était un club élitiste né en 1975 en plein choc pétrolier, ensuite s'est étendu à 7, puis à 8 membres, eh bien ce club paraît de moins en moins représentatif pour trouver une solution aux problèmes mondiaux. La croissance des pays émergents et leur résilience face à la crise, qui met à l'épreuve les économies riches du G8, opère une redéfinition de la puissance économique mondiale. Ce club restreint s'est donc élargi en 2009, se transformant officiellement en G20 lors du sommet de Pittsburgh. Il rassemble les 20 premières puissances économiques du monde, soit environ 90% du PIB mondial, 80% du commerce et 65% de la population mondiale, et donc il semble plus représentatif du monde actuel. C'est lors du G20 de fin 2010, à Séoul, en Corée du Sud, que les membres du FMI se sont accordés quant à une redistribution des quotas et du droit de vote au sein de l'organisation. On voit là les 10 premiers contributeurs au budget du FMI, et voici maintenant la situation lorsque la réforme sera effective. Les BRIC figureront dans ce palmarès, et le nouveau visage de l'institution financière reproduira le G20 à quelques exceptions près. Un autre domaine en mal de gouvernance, c'est bien celui de l'environnement, et plus particulièrement de la lutte contre le changement climatique. Là aussi, la géographie économique entre en jeu, avec des conséquences politiques et pratiques très importantes. La géographie du protocole de Kyoto, issu du sommet de Rio de 1992, divise le monde en 2 zones distinctes. D'un côté, les économies développées, avec la plupart des membres de l'OCDE et certains des anciens du bloc communiste, c'est-à-dire les pays dits de l'annexe 1, soumis à des objectifs contraignants, et de l'autre, la masse des pays en développement, soit les pays dits hors annexe. Seulement, on vient de le voir, la croissance économique de certains pays figurant dans ce groupe rend cette division désormais totalement absurde. Hormis la Russie et la Turquie, les grands pays émergents figurent toujours hors annexe. Or, du fait de leur croissance, ce sont eux maintenant qui sont parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre en valeur absolue. Donc, devant l'obligation de fixer des objectifs plus ambitieux pour réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre,
3 visions différentes s'opposent maintenant. D'abord, du côté des pays riches, l'introduction de toute nouvelle contrainte est suspendue à l'entrée des grandes puissances émergentes dans l'annexe 1. Deuxièmement, cette vision est d'ailleurs la même chez les plus pauvres, qui justement sont les plus vulnérables au changement climatique et ne comprennent pas comment ils peuvent être rangés dans la même catégorie que la Chine. Et puis troisièmement, de leur côté évidemment, les grands pays émergents refusent d'être mis au même niveau que les pays riches, qu'ils estiment historiquement responsables des émissions de gaz à effet de serre, et donc ils refusent les engagements de réduction contraignants. Voilà, on l'a compris, le rôle de ces nouveaux pays émergents est à la fois nouveau et un peu hésitant. Leur poids croissant redéfinit les cartes de l'économie mondiale. Il y a comme une demande de nouvel ordre international, une plus juste gouvernance peut-être, plus de place dans les institutions internationales comme au FMI ou au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en même temps, ces pays semblent hésitants à assumer les responsabilités qui en découlent. Et cela se mesure dans leur position dans la négociation sur le changement climatique ou encore ce qu'on appelle la guerre des monnaies. En tout cas, pour moi, ce nouvel ordre international qui se dessine interroge la finalité même de l'idée de progrès.